Chapitre 1. Une invitation à la tragédie. C'était un jeudi matin pluvieux à Londres, lorsque moi, le capitaine Arthur Hastings, me retrouvais une fois de plus en compagnie de mon vieil ami, l'inimitable Hercule Poirot. Les becs à gaz clignotent. De manière incertaine à Whitehall, la brume s'accrochait au ras du sol, et le bruit des battements de sabots résonnait lorsque les fiacres traversaient l'éclat de la pluie sur les pavés. On pourrait difficilement imaginer une journée plus misérable pour s'aventurer dehors, à moins, bien sûr, que l'on ait le plaisir de prendre un petit déjeuner avec le meilleur détective que l'Europe ait jamais connu. Poirot, impeccable, comme toujours, était assis en face de moi dans son appartement de Whitehaven Mansions, se tamponnant les coins de la bouche avec une serviette en lin. Un petit déjeuner modeste, mais délicieusement préparé, s'offrait devant lui. Des œufs, à la coque, un croissant frais et sa tisane bien-aimée. Je venais tout juste de finir de lui raconter ma récente rencontre avec un cousin particulièrement ennuyeux, lorsqu'il haussa un sourcil délicat et dit « Et maintenant, mon ami, vous constaterez que votre journée devient des plus intéressantes. » Il sortit de sa poche une épaisse enveloppe ivoire et la fit glisser vers moi sur la table. Il était scellé avec de la cire Bordeaux foncé, portant l'écusson de la Marbury Society, un nom que je n'avais pas entendu depuis de nombreuses années. « Mon Dieu !» m'écriai-je en examinant le sceau. « Je le sais, la Marbury Society, fondée par Lord Elridge, n'est-ce pas? Un groupe secret avec un flair pour le théâtre. Je pensais qu'il s'était dissous après cette affaire en 1910. Ils ne l'ont pas fait, répondit doucement Poirot, bien qu'ils se soient retirés, comme on dit, dans l'ombre. Mais il semble qu'ils ne se contentent pas de rester cachés. Lisez. La lettre qu'elle contenait était écrite d'une main à la fois élégante et autoritaire. Monsieur Poirot, nous de la Marbury Society, demandons l'honneur de votre présence à notre banquet annuel, qui aura lieu ce samedi soir au Marbury Hall à Surrey. L'événement sera marqué par un toast unique qui, selon nous, pourra piquer même votre curiosité inégalée. La société est fière de sa discrétion et de son exclusivité. Votre participation, bien que peu conventionnelle, a été approuvée à l'unanimité par le Conseil. Attendez-vous à du mystère? Attendez-vous à une mauvaise direction? Et surtout, attendez-vous à la vérité? Seigneur Adrian Elridge, j'ai sifflé doucement. Cela semble vraiment sinistre. Poirot, pour sa part, semblait totalement ravi. Ah, mais Hastings, ne ressentez-vous pas le froid dans la formulation, la subtile note de danger? Attendez-vous à la vérité, comme si c'était quelque chose. D'habitude caché, j'ai froncé les sourcils. Et qu'entendent-ils par un toast unique? Mes pensées précisément. J'ai l'intention d'accepter cette invitation, bien sûr. Vous m'accompagnerez. J'ai hésité. J'avais appris depuis longtemps que là où Poirot allait, les problèmes, généralement de type homicide, étaient rarement loin derrière. Pourtant, la promesse d'une intrigue était trop grande, et ma curiosité était piquée. Très bien. Marbury Hall, vous avez dit? Oui. Un domaine grandiose, bien que quelque peu négligé ces dernières années. Il abritait autrefois des rois, des poètes et des espions, du moins c'est ce que prétendent les légendes. Mais maintenant, il abrite des secrets. Samedi est arrivé avec un ciel bleu vif et un vent mordant. La campagne menant au Surrey était devenue or et bronze avec l'automne, les arbres se débarrassant de leurs plus beaux atours comme des danseurs épuisés après une longue représentation.
Alors que notre voiture de location parcourait l'allée de gravier, Marbury Hall est apparu. Un imposant manoir en pierre avec des murs striés de lierre et de hautes fenêtres aux volets. Un sentiment d'âge et de gravité s'y accrochait, comme du brouillard. Aux grandes doubles portes, un majordome en frac noir s'inclina et nous fit entrer. Nous avons été conduits à travers des couloirs résonnants jusqu'à une longue salle à manger éclairée par des lustres en cristal. La table était vaste, couverte de porcelaine cerclée d'or et flanquée d'une vingtaine d'invités habillés en tenue de soirée. Chacun portait une discrète épingle en argent, un emblème en forme de calice. Lord Adrian Eldridge, aux cheveux argentés et aux yeux perçants, se leva pour nous saluer. « Monsieur Poirot, dit-il avec un sourire narquois, bienvenue dans le cercle. » Poirot s'inclina. « Et je vous remercie, monseigneur. Je suis très intrigué par votre invitation. »« Bien, » a déclaré Eldridge. « Notre objectif est de ravir. » Le dîner fut une affaire curieuse. Au début, la conversation était guinchée, comme si tout le monde craignait d'être entendu. Les invités étaient un mélange éclectique, des universitaires, des politiciens à la retraite, une actrice célèbre que j'ai reconnue sur la scène du West End et un baron allemand qui parlait à peine un mot. Poirot, toujours attentif, faisait ses observations discrètes habituelles, le mouvement d'une main gantée par-ci, le rire trop prudent par-là. Ce n'est qu'une fois le dernier plat préparé, un pudding aux figues d'une richesse absurde, que Lord Eldridge se leva et frappa sa cuillère contre son verre. « Mes amis, commença-t-il, ce soir marque le 100e anniversaire de la fondation de notre société. Un toast s'impose, un toast à la tradition et à la révélation. » À cela, un serviteur en livrée entra, portant un plateau en argent, sur lequel reposait un seul calice orné, façonné en or et incrusté de rubis. La pièce devint silencieuse. Lord Eldridge a poursuivi. « Comme vous le savez, notre fondateur, Sir Reginald Marbury, croyait que la vérité doit être gagnée. C'est pourquoi, en son honneur, nous buvons non pas à la coupe de la facilité, mais à la coupe du défi. » Une vague d'impatience parcourut la table. Le serviteur présenta le calice à Eldridge, qui le tint en l'air. « Cette année, a-t-il déclaré, l'un d'entre nous a apporté avec lui un secret, un lourd secret, et ce soir, ce secret sera révélé. » Il but profondément. Et puis, avec une rapidité effroyable, son visage se tordit d'agonie. Il s'effondra sur la table, ses mains agrippant le tissu. Une femme a crié. Le baron se leva, pâle comme un parchemin. Je me suis précipité aux côtés d'Eldridge, mais avant même de l'atteindre, je le savais. Ses yeux fixaient la lueur des bougies au-dessus, sa bouche ouverte dans un dernier cri silencieux. Lord Adrian Eldridge était mort. Poirot n'avait pas bougé. Son regard était fixé sur le calice, toujours brillant dans les mains du serviteur. « Ne le laissez pas être touché, » dit-il sèchement. « Pas par personne. » La pièce était chaotique, mais sa voix la traversait avec une autorité inébranlable. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé, abasourdi. Poirot se tourna vers moi, les yeux plissés. « C'est un meurtre, Hastings, et pas un meurtre impulsif. Non, cela a été planifié avec un soin méticuleux. Notre hôte a été empoisonné. Mais comment? Il l'a versé lui-même, il l'a bu tout seul. » « Exactement, » dit Poirot. « Une performance, un message. »
et un défi. Nous avons été invités à être témoins de la vérité, mon ami, mais c'est une vérité qui tue. Chapitre 2. L'homme à l'épingle d'émeraude. La salle était en émoi, les chaises raclaient le parquet, les invités criaient de confusion, et la longue table en acajou était témoin d'une scène sinistre. Lord Adrian Eldridge, chef de la Marbury Society, gisait sans vie parmi les restes de son dernier banquet. Poirot, calme au milieu de la tourmente, leva la main. « Silence, s'il vous plaît !» Il était remarquable de constater avec quelle rapidité les gens lui obéissaient. Peut-être était-ce l'autorité de son ton, ou la finalité indéniable de la mort elle-même qui les avait saisis. Quoi qu'il en soit, la pièce était silencieuse. « Je dois demander que personne ne parte, » continua Poirot en s'avançant avec délibération. « C'est maintenant une scène de crime. Lord Eldridge n'est pas mort de cause naturelle, il a été empoisonné. Et puisque la boisson provenait de ce calice et que personne d'autre n'en a bu, nous devons supposer que le poison lui était spécifiquement destiné. » Des halètements et des murmures se répercutèrent à travers le rassemblement. Un homme de grande taille, avec une allure militaire, s'avança. « Pardonnez-moi, colonel Archibald Pennington, je suis magistrat dans le Kent. Les autorités locales ne devraient-elles pas être convoquées avec le temps ?» dit doucement Poirot. « Ils le seront, mais chaque instant qui passe risque de perdre les fragiles fils de la vérité. Vous voyez, mes amis, le meurtre est comme une représentation théâtrale. Il doit être mis en scène, répété et livré avec précision, et nous devons donc étudier la scène avant qu'elle ne soit perturbée. » J'ai hoché la tête instinctivement. Les métaphores de Poirot pouvaient parfois sembler fleuries, mais dans des moments comme ceux-ci, elles avaient un sens étrange. Lady Marjorie Trevelian, une femme élégante aux cheveux argentés et à la lorgnette qui brillait brusquement alors que ses yeux se promenaient, murmura « Mais pourquoi quelqu'un voudrait-il tuer Adrian ? C'était une figure de proue, rien de plus. »« Vous vous trompez, madame, » répondit Poirot. « Il n'était pas simplement une figure de proue. C'était un homme sur le point de révéler un secret. Cela ressortait clairement de son discours. Le baron allemand parla ensuite, sa voix basse et fortement accentuée. Il dit que l'un d'entre nous a un secret, que la vérité viendra ce soir. Peut-être que quelqu'un voudrait arrêter ça. Poirot hocha la tête. Exactement. Et nous devons donc nous demander qui ici avait un secret si dangereux, si accablant, que la mort de Lord Eldridge était préférable à sa révélation. La question flottait dans l'air comme une odeur de fumée de cigare et de cognac, enivrante et oppressante. Poirot, dis-je doucement, qu'en est-il du serviteur qui a apporté le calice? N'aurait-il pas pu l'empoisonner? Mais Poirot secoua la tête. Je l'ai vu entrer avec le plateau seulement après le début du discours, et il est resté à bonne distance. Non, si du poison a été introduit, c'était plus tôt. Le calice a peut-être été truqué avant le banquet. Il se dirigea vers le buffet, examinant le plateau et le gobelet orné. Ses doigts gantés étaient prudents, précis. Ce calice, murmura-t-il, est ancien, certainement pré-raphaélite, peut-être même byzantin. Et ici, voyez ce léger résidu sur le bord. Il préleva un échantillon avec une lame de poche
et l'examina sous sa petite loupe en argent. Oui, une poudre, à peine visible. Je parie que c'est un alcaloïde rare, mortel en simple grain, mais sans goût ni parfum. La porte grinça lorsqu'un homme d'une 60aine d'années entra, un type nerveux en costume marron, au visage pincé et aux yeux pâles. « Pardonnez le retard, dit-il. J'ai été retardé dans la bibliothèque. » C'est quoi cette agitation? Tout le monde se retourna. Poirot s'avança. « Vous n'étiez pas présent pendant le toast ?» L'homme fronça les sourcils. « Toast? Je n'ai même pas été appelé. Votre nom, monsieur? » Dr. Julian Avery. Je suis chimiste de métier. Lord Eldridge m'a invité ce soir en tant que conférencier. J'ai apporté un manuscrit, même si je doute qu'il soit lu maintenant. Les yeux de Poirot brillèrent. Un chimiste. C'est très intéressant. Et le manuscrit? Dans ma valise, au vestiaire. Mais je ne vois pas... Poirot le coupa gentiment. Pardonnez-moi. Et maintenant, mes amis, nous devons prendre soigneusement note de tous ceux qui étaient dans la pièce, de leurs mouvements et de leurs motivations. Personne ne doit partir avant de m'avoir parlé. Hastings, vous m'aiderez. Bien sûr, dis-je, même si je sentais déjà que la nuit était destinée à être longue et lourde. Nous avons immédiatement commencé les entretiens. Le colonel Pennington, toujours soldat, n'avait rien remarqué au-delà de la formulation étrange de Lord Eldridge. Je pensais que c'était un coup de société, a-t-il admis. Ils ont toujours aimé le drame. Je ne pensais pas que cela se terminerait par du vrai sang. Lady Trevelyan parla ensuite, la voix tendue par la peur. Adrian n'était pas universellement aimé, vous savez. Il avait l'habitude de, disons, collectionner des secrets. C'était sa monnaie. Ce calice, c'était symbolique. Il l'utilisait lors de cérémonies privées. D'étranges petits rituels. Certains trouvaient ça excentrique. Quel genre de secret? Demanda Poirot. Scandale? Affaires? Méfaits financiers? Il tenait des dossiers, j'en suis sûr. S'il avait prévu de dénoncer quelqu'un ce soir, il n'en a probablement parlé à personne. Nous sommes passés à l'actrice du West End, Miss Portia Vale, qui faisait tournoyer une cigarette entre ses doigts gantés. « Chérie, dit-elle d'une voix traînante, j'assiste à ces choses parce qu'elles sont absurdes, pas parce que je les aime. Je connaissais à peine Eldridge. Il a laissé entendre un jour qu'il savait quelque chose sur mon père. Des affaires de guerre. Mais j'ai ignoré cela. Tout le monde prétend connaître un secret sur quelqu'un ces jours-ci. Le baron allemand, le baron von Spitz, était plus silencieux. Je ne sais rien. Je bois. Je mange. J'entends la parole. Puis il tombe. C'est tout. Poirot le regarda attentivement. Vous portez une épingle en émeraude, baron. Inhabituel pour un homme de votre profession. Von Spitz l'a touché. Un cadeau d'un ami, à Vienne. Murmura Poirot, comme pour ranger ça. Nous avons terminé nos interrogatoires vers minuit. Poirot se rassit dans le salon avec un soupir. Bien. J'ai demandé. Il manque des pièces, a-t-il déclaré. Nous avons un hôte qui trafique des secrets, un calice empoisonné, un toast symbolique et un rassemblement d'invités, chacun ayant quelque chose à cacher. C'est le cadre idéal pour un meurtre, n'est-ce pas? Mais pas encore de vrais suspects, dis-je,
Il sourit. Non, je crois que nous en avons plusieurs. Mais nous devons faire preuve de prudence. Je soupçonne que celui qui a tué Lord Elridge ne l'a pas fait par peur, mais par nécessité. Quelqu'un avait quelque chose à perdre. Et le calice? Faut bien sûr le tester, mais je crois que le poison a été préparé plus tôt. Peut-être que le bord a été épousseté juste avant le dîner, ce qui nous amène à une question pressante. Qui avait accès au calice avant le début du banquet? Nous fûmes alors interrompus par un domestique porteur d'un billet écrit d'une main tremblante. Poirot l'ouvrit et lut. « Monsieur Poirot, je ne peux pas parler ouvertement, mais je sais quelque chose. Retrouvez-moi au conservatoire à 13h. Viens seul. » Un ami, l'expression de Poirot devint grave. « Eh bien, Hastings, dit-il en glissant le billet dans sa poche. Les ombres s'allongent. Voyons ce qu'elles souhaitent révéler. Chapitre 3. Un message au conservatoire. La véranda de Marbury Hall était un espace saisissant. Une vaste pièce avec des murs de verre et un plafond en forme de dôme, maintenant embué par le souffle de la nuit et humide de condensation. Un faible clair de lune filtrait à travers le verre, illuminant les plantes exotiques d'une lumière pâle et fantomatique. De grandes fougères s'enroulaient autour de pots ornés, et des orchidées s'accrochaient aux treillis comme des sentinelles silencieuses. Le parfum de limon et de jasmin en fleurs flottait lourdement dans l'air. Poirot vérifia sa montre à gousset. 1 heure exactement. Il entra seul, comme le disait la note, ses pas doux sur le sol carrelé. La température à l'intérieur était chaude, légèrement humide. Il se déplaçait prudemment entre des palmiers en pot et un oiseau de paradis en fleurs. Quelque part au-dessus, un tuyau de chauffage en métal sifflait doucement. « Bonjour » appela-t-il doucement. « C'est Hercule Poirot. Vous m'avez fait venir, mon ami inconnu ?» Il n'y eut pas de réponse. Seul le grincement lointain de la maison qui s'installait et le battement d'ailes d'un oiseau perché se déplaçant dans sa cage. Les yeux de Poirot parcoururent lentement la pièce. Une forme s'agita près du coin le plus éloigné, une silhouette à moitié cachée derrière un grand ficus. « Ne vous inquiétez pas, » dit-il doucement. « Tu es en sécurité avec moi. » La silhouette s'avança enfin, une femme enveloppée dans un châle sombre. Ses yeux étaient écarquillés, sa bouche tendue par les nerfs. Il s'agissait de Miss Lydia Wrexham, la nièce de feu Lord Elridge. « Je n'aurais pas dû écrire, » murmura-t-elle. « C'était stupide. Mais je ne sais pas quoi faire. »« Alors dis-moi, » dit doucement Poirot. « Commencez par le début, mademoiselle. » Elle regarda par-dessus son épaule, puis à nouveau vers lui. « Mon oncle, il avait des ennemis, oui, mais il avait aussi un coffre-fort physique, caché dans la bibliothèque. Il y gardait tous ses secrets, des lettres, des photographies, des choses qui pouvaient ruiner sa réputation. Vois, et tu connais ce coffre-fort parce que... Il me l'a montré une fois, quand j'avais 16 ans. Il a dit que c'était pour m'empêcher d'être naïf. Il a dit que les gens portaient des masques et qu'il avait consacré sa vie à les démasquer. C'est devenu une obsession. L'avez-vous vu l'ouvrir récemment? Elle hésita. La semaine dernière, il m'a montré un dossier. Il n'a pas dit de qui, mais il l'a appelé « l'arme ». Il a dit que cela mettrait la société à genoux. Poirot hocha gravement la tête. Il avait donc l'intention de faire une révélation ce soir.
Oui, dit Lydia, mais quelqu'un l'a arrêté en premier. Vous soupçonnez qui? Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. Je ne devrais pas le dire. Je ne sais rien. Seulement, mon cousin Edgar est furieux contre oncle Adrian ces derniers temps. Quelque chose à propos de son héritage. Et le docteur Avery, lui et oncle se sont disputés il y a 2 nuits. Je les ai entendus depuis le couloir. Le sourcil de Poirot se leva. À propos de quoi? Je n'entendais pas clairement, mais le docteur Avery n'arrêtait pas de dire « Cela va tout détruire. Vous ne pouvez pas l'exposer. » Très intéressant, Poirot murmure. Soudain, la porte derrière eux s'ouvrit en grinçant. Lydia se raidit. Poirot se tourna rapidement. C'était Hastings. « Désolé, mon vieux, dit-il. Je ne voulais pas vous interrompre, mais quelque chose s'est passé. » Poirot fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est? » « Le coffre-fort de la bibliothèque. Quelqu'un y a pénétré, et le contenu a disparu. » La scène dans la bibliothèque était bien loin de son ancien ordre majestueux. Des livres étaient éparpillés sur le sol. Un tableau au-dessus de l'âtre était accroché de travers et un panneau de chêne derrière le bureau était ouvert pour révéler un coffre-fort en fer encastré dans le mur. La porte du coffre-fort était grande ouverte. Le coffre-fort de Lord Eldridge avait été vidé. Poirot l'examina en silence. « Il n'y a aucun signe d'effraction, » murmure-t-il, ce qui suggère que la personne qui a ouvert ce coffre-fort connaissait la combinaison. Le colonel Pennington se tenait à proximité, les bras croisés. Seul Eldridge l'a ouvert, à ma connaissance. J'assiste aux réunions de la société ici depuis 5 ans. Ce coffre-fort était une forteresse. Ensuite, soit il l'a dit à quelqu'un, a déclaré Hastings, soit ils l'ont suffisamment observé pour le comprendre. Poirot se tourna vers le majordome qui se tenait raide dans l'embrasure de la porte. « Jenkins, dites-moi, depuis la mort de Lord Eldridge, qui s'est trouvé dans cette pièce? »« Personne, monsieur, » répondit Jenkins. « Il a été verrouillé. J'ai la seule clé. » Je l'avais. J'ai découvert qu'elle manquait il y a 10 minutes. Manquant. Jenkins inclina la tête. De mon gilet, il était sur une chaîne, mais la chaîne était coupée. Les yeux de Poirot se plissèrent. « Merci, Jenkins, vous pouvez y aller. » Alors que le majordome partait, Poirot se rapprocha du foyer. Le tableau a été utilisé comme une distraction, a-t-il déclaré en le redressant d'une main gantée, pour masquer le fait que quelqu'un savait exactement où chercher. J'ai arpenté la pièce, sentant la tension monter. Ainsi, le tueur a non seulement planifié le meurtre, mais savait également où étaient stockés les documents préjudiciables et les a ensuite emportés. « Oui, » dit Poirot. « Un crime des plus efficaces. » Lady Trevelyan entra alors, tenant un morceau de parchemin plié. « Monsieur Poirot, j'ai trouvé ça à l'extérieur du conservatoire. Il a l'air vieux. » Poirot le prit et déplia le message. On y lisait « Laissez le passé rester enfoui, sinon d'autres suivront. » Ce n'est pas la fin, il l'a lu 2 fois avant de me le remettre. Eh bien, ce n'est pas de mauvais augure, marmonnai-je. Poirot sourit faiblement. Au contraire, Hastings, c'est très révélateur. Cela confirme que nous n'avons pas affaire à un crime passionnel, mais à un crime calculé et à la peur. Lydia rentra dans la pièce, pâle et visiblement secouée. Quelque chose ne va pas,
dit-elle. Baron von Spitz, il est parti. Quoi? Il était dans le couloir des invités, en train de parler au téléphone il y a quelques minutes. Je suis retourné lui demander quelque chose, et sa chambre est vide. Son manteau et sa valise ont disparu. Poirot bougeait déjà. « Viens, Hastings, nous devons le confirmer immédiatement. » Ils trouvèrent en effet la chambre du baron abandonnée. Sa valise manquait, son armoire vide. Seule une légère odeur de fumée de cigare flottait dans l'air et une boîte d'allumettes du Vienna Club, vraisemblablement un club de gentlemen en Autriche. Sur le bureau, Poirot repéra un morceau de papier à moitié brûlé dans le cendrier. Il le récupéra avec des pincettes, scrutant les restes du texte dactylographié. Elridge a l'intention de révéler l'affaire. Arrêtez-le à tout prix. La signature avait disparu, mais l'implication était claire. Poirot se tourna vers Lydia. « Mademoiselle, je dois vous demander quelque chose de délicat. Lord Elridge avait-il des relations commerciales en Autriche ?» Elle hésita. « Oui. Il a investi dans plusieurs projets là-bas, dans l'art, je crois. Et il a enquêté une fois sur les crimes de guerre des années 1940. Il a dit que c'était un projet personnel. » Poirot hocha la tête. « Cela le confirme. »« Confirme quoi ?» j'ai demandé. « Que le baron n'est peut-être pas du tout baron. Je crois qu'il est venu ici, sous une fausse identité, dans le but exprès de faire taire Lord Elridge. Et maintenant, il s'est enfui, pour l'instant, dit sombrement Poirot. Mais le filet se resserre. Il se tenait près de la fenêtre, regardant les jardins enveloppés de brouillard. Nous avons un coffre-fort vidé, un hôte réduit au silence, une menace proférée, et maintenant un suspect a disparu dans la nuit. Mais n'ayez crainte, Hastings. Le meurtrier a laissé trop d'indices derrière lui. Hercule Poirot va les rassembler, un par un. Chapitre 4. Les secrets de Lord Elridge. Le lendemain matin, l'aube était grise et humide, les jardins de Marbury Hall enveloppés de brume. Une bruine crépitait doucement contre les hautes fenêtres du salon, et l'atmosphère de fête, autrefois étincelante, s'était entièrement dissipée. Les invités se déplaçaient avec des expressions calmes, des voix feutrées, comme si la maison elle-même était en deuil. Le corps de Lord Elridge avait été respectueusement enlevé au cours de la nuit, et le docteur Avery avait publié un constat officiel de décès par empoisonnement, même si la nature précise de la toxine était encore inconnue. Poirot était assis près du feu, son petit déjeuner intact, les yeux fixés sur une feuille de papier devant lui. Je pouvais voir les signes familiers de ces petites cellules grises au travail. « Vous savez, dis-je, en me versant une tasse de café, ce baron von Spitz, il a disparu comme une fumée. Cela indique sûrement une culpabilité ? Peut-être, répondit Poirot sans lever les yeux. Ou peut-être que c'est exactement ce que le véritable meurtrier veut nous faire croire. L'homme en voie de disparition est toujours un suspect tentant. Il a tourné le papier vers moi. Voici une liste de tous les invités présents hier soir, ainsi que leurs liens avec Lord Elridge, et, plus important encore, les raisons potentielles pour lesquelles ils craignent d'être révélés. J'ai scanné les noms. Lady Trevelyan. Je pensais qu'elle n'était qu'une vieille amie. Elle a également été la dernière personne à parler en privé avec Lord Elridge avant le toast. Selon Jenkins, elle lui a remis une enveloppe scellée entre les mains, une enveloppe qui a maintenant disparu. J'ai haussé les sourcils.
Tu penses qu'elle avait quelque chose à cacher? Je pense que tout le monde ici avait quelque chose à cacher. La question est de savoir qui avait quelque chose qui valait la peine d'être tué. À ce moment, Jenkins entra avec une toux discrète. « Je vous demande pardon, monsieur Poirot. Il y a quelqu'un qui demande à vous parler. Un certain... » « Monsieur Félix Hartnell, il dit que c'est urgent. »« Félix Hartnell, répétai-je. C'est l'avocat d'Elridge, n'est-ce pas? » Poirot se leva. « Parfait. Faites-le entrer, Jenkins. » Quelques instants plus tard, un homme mince d'une 50aine d'années, aux tempes grises et aux lunettes à monture, d'écaille, entra dans le salon, tenant une mallette contre sa poitrine, comme un bouclier. « Monsieur Poirot, dit-il, légèrement essoufflé, je suis venu immédiatement. J'ai reçu hier une lettre de Lord Elridge, livrée par courrier spécial. Il m'a demandé d'apporter ici personnellement son testament dans le cas de sa mort subite. » L'expression de Poirot s'accentua. « Mon Dieu, il a anticipé son propre meurtre? » En tant de mots, oui. Il a écrit « J'ai découvert quelque chose de dangereux. Si quelque chose m'arrive, veillez à ce que mon testament soit remis à monsieur Poirot. » Hartnell ouvrit sa mallette et en sortit une épaisse enveloppe scellée de cire rouge. Poirot le prit avec respect et brisa le sceau. À l'intérieur se trouvait un document juridique, son dernier testament et une note pliée de la main de Lord Elridge. À Hercule Poirot, si vous lisez ceci, alors je suis mort. Sachez que je ne crois pas à un accident. Il y a des hommes dans ce monde qui ne reculeraient devant rien pour préserver leur secret. Parmi mes papiers, vous trouverez un dossier intitulé « Opération Souci ». C'est la racine de tout. Non, preuve, des trahisons enterrées depuis longtemps. On dit que le poison est l'arme des lâches. Je dis que c'est l'outil des désespérés. Trouvez celui qui a osé. Mettez-les en lumière. Adrian Elridge Poirot le lut 2 fois, le visage immobile. Puis, doucement, il plia le message et le remit dans l'enveloppe. « Monsieur Hartnell, dit-il, vous avez mentionné l'opération Marigold. En avez-vous déjà entendu parler? » L'avocat hocha la tête, inquiet. « Il y a 10 ans, Lord Elridge travaillait avec les renseignements britanniques, un arrangement non officiel. L'opération Marigold était une enquête secrète sur les crimes financiers commis par de hauts fonctionnaires et des aristocrates dans l'Europe d'après-guerre. Des noms ont été recueillis, des fortunes retracées, mais toute l'affaire a été enterrée. Trop de personnes puissantes étaient impliquées. Et le dossier? Jamais refait surface. Elridge a dit qu'il l'avait détruit. Apparemment, c'était un mensonge. Poirot tapota du doigt la table. Le coffre-fort a été vidé. Le dossier a disparu. Hartnell fronça les sourcils. Alors quelqu'un savait exactement ce qu'il avait l'intention de révéler. Et je l'ai tué pour l'empêcher, ai-je ajouté sombrement. Poirot se leva brusquement. « Viens, Hastings, nous devons parler à Lady Trevelyan, immédiatement. » Lady Trevelyan était dans la salle de musique, assise devant le piano à queue, ses doigts touchant légèrement les touches, bien qu'aucune musique ne soit jouée. Elle leva les yeux lorsque nous entrâmes, le visage tiré et pâle. « Monsieur Poirot, dit-elle, avez-vous trouvé quelque chose? Peut-être,
répondit Poirot. Je souhaite vous poser des questions sur l'enveloppe que vous avez donnée à Lord Eldridge hier soir. » Ses doigts se figèrent. « Qui vous a parlé de ça ?» Jenkins l'a vu. Elle hésita, puis soupira. « C'était une lettre. J'ai demandé à Adrian de la détruire après l'avoir lue. »« Qu'y avait-il dedans, madame ?»« Une confession, dit-elle doucement. Il y a des années, pendant la guerre, j'ai collaboré avec un certain diplomate pour protéger ma famille. J'ai fait des choix dont je ne suis pas fier. Adrian l'a découvert et a menacé de le révéler, à moins que je ne l'aide à recueillir des informations auprès d'autres personnes de notre entourage. Donc, vous avez fait l'objet d'un chantage, a déclaré Hastings, consterné. Lady Trevelyan baissa les yeux. Pas tout à fait. Il n'exigeait pas d'argent. Il voulait un effet de levier, une assurance. Il disait qu'il avait des ennemis trop dangereux pour y faire face seul. Poirot hocha lentement la tête. Et maintenant, vous pensez que le même danger lui a coûté la vie? Oui, dit-elle. Mais je ne l'ai pas tué, monsieur Poirot. J'ai eu peur, oui, mais pas assez pour l'empoisonner. Poirot l'étudia un moment, puis demanda gentiment. A-t-il déjà mentionné le nom de baron von Spitz? Elle cligna des yeux. Une seule fois. Il a dit que le baron n'était pas celui qu'il prétendait être, qu'il avait échappé à quelque chose à Vienne et s'était réinventé. Mais Adrian était obsédé par l'idée de déterrer le passé des gens. Et vous a-t-il montré le dossier? Opération Souci? Non. Mais il l'a mentionné une fois. Il a dit que ce serait sa grande finale. Poirot hocha la tête. Merci, madame. Ce sera tout. Plus tard dans l'après-midi, Poirot nous a rassemblés, Lydia et moi, dans le bureau, qui était devenu son centre de commandement temporaire. Il avait réquisitionné un grand tableau en liège et commencé à épingler des photographies, des noms, des chronologies et des notes de son écriture méticuleuse. « Je crois, a-t-il déclaré, que le crime n'est pas enraciné dans la nuit dernière, mais dans le passé, bien avant Marbury Hall, avant la société. Ce n'est pas un crime d'opportunité, c'est un crime de l'histoire. Mais en quoi cela nous aide-t-il maintenant? Demanda Lydia. Poirot montra une photographie. Lord Eldridge, à Vienne, datée de 1952. Le vrai nom du baron von Spitz, je suppose, est Klaus Brenner. Il faisait partie d'un syndicat qui a aidé à faire sortir clandestinement les richesses nazies d'Europe à la fin de la guerre. Lord Eldridge l'a découvert. Brenner savait qu'Eldridge le dénoncerait. Lydia pâlit. Mais alors, est-ce lui le meurtrier? Peut-être, a déclaré Poirot. Mais réfléchissez. Si Brenner craignait autant d'être exposé, n'aurait-il pas frappé plus tôt? Pourquoi attendre un dîner? Pourquoi empoisonner une méthode lente et imprécise? Peut-être qu'il voulait que d'autres en soient témoins, suggérai-je. Ou, dit Poirot, les yeux brillants, il voulait que quelqu'un d'autre en prenne la responsabilité. On frappa à la porte. Jenkins réapparut, le visage blanc. « Pardonnez-moi, monsieur, mais le jardinier a trouvé quelque chose dans le lac. »« Quel genre de chose ?» j'ai demandé. « Une valise, monsieur, lestée de briques. » Poirot et moi avons échangé un regard. Il se leva avec une urgence soudaine. « Viens, Hastings. »
Le lac peut contenir plus que des bagages. Il peut contenir la prochaine. Pièce de ce puzzle très dangereux. Chapitre 5. Une affaire alourdie. La brume était basse lorsque nous entrâmes dans les jardins, la silhouette de Poirot se détachant nettement sur la lumière pâle, filtrant à travers les nuages. Un groupe de membres du personnel et d'invités se tenait près du bord du lac, murmurant avec un mélange de curiosité et d'effroi. Jenkins nous a conduits le long du chemin de pierre, ses chaussures craquant doucement sur le gravier humide. « C'était Monsieur Cates, le jardinier », a expliqué Jenkins en désignant un homme aux larges épaules vêtu d'un manteau imperméable. Il draguait les feuilles près des roseaux du nord et les a trouvées accrochées sous la surface. Poirot s'avança alors que deux agents luttaient pour hisser une valise en cuir dégoulinante sur le talus. Il avait été savamment lié avec de la ficelle et pesé avec des briques, clairement destinées à ne plus jamais être revu. « Attention, s'il vous plaît, » dit Poirot en levant une main d'avertissement. « Nous ne devons pas détruire le contenu. » Les gendarmes ont posé le dossier à plat. Poirot s'agenouilla, enfila des gants et sortit un petit canif de son manteau. Avec précaution, il trancha la reliure et ouvrit la valise. À l'intérieur se trouvaient des papiers, dont beaucoup étaient endommagés par l'eau, mais toujours lisibles, des dossiers groupés, quelques photographies jaunies et une enveloppe scellée marquée à l'encre rouge vif. Souci, Poirot expira lentement. Enfin, je me suis penché. Alors c'est réel. Le dossier mentionné par Elridge. Oui, dit Poirot. Et quelqu'un a tenté de le détruire, mais ils ont échoué. Il souleva un des dossiers et l'ouvrit délicatement. À l'intérieur se trouvaient des photos de surveillance, des notes dactylographiées et ce qui semblait être des états financiers, retraçant des transactions illicites via des sociétés écrans en Suisse et dans les Balkans. Les noms ont été expurgés, mais de nombreuses entrées contenaient des noms de code et des pseudonymes. Certains, cependant, étaient plus révélateurs. Poirot se tourna vers l'enveloppe scellée. « Je suppose que ceci contient les informations les plus sensibles. » Il brisa le sceau et déplia le document. Ses yeux le parcoururent rapidement. Puis il fit une pause. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé. Poirot ne répondit pas. Au lieu de cela, il m'a tendu le papier en silence. Il s'agissait d'une liste, une seule feuille, intitulée « Principaux agents impliqués ». Projet Marigold. En haut se trouvaient 5 noms. J'ai lu le premier et j'ai failli laisser tomber la feuille. Baron Klaus Brenner, alias Otto von Spitz. Alors, Dame Clarissa Trevelyan-Grève, du Major Alton l'Honorable, Lydia Elridge, Dr Charles Avery. « Lydie ?» murmurai-je, abasourdi, mais c'est la propre fille d'Elridge, termina Poirot. En effet, nous sommes restés silencieux. Autour de nous, les autres invités murmuraient entre leurs mains gantées, s'efforçant d'apercevoir ce que le grand détective avait découvert. Poirot plia le drap et le remit dans l'enveloppe. Nous retournons au bureau, immédiatement. Retour au salon, le feu fut allumé et le dossier disposé sur la table. Lydia était assise avec raideur, les bras croisés, le visage indéchiffrable. Le major Greaves et le docteur Avery arrivèrent de quelques instants plus tard, et Poirot leur fit signe de s'asseoir. « Vous pardonnerez le drame, » a-t-il déclaré, « mais, je le crains, il ne s'agit plus simplement d'un meurtre. C'est une trahison, cachée pendant des décennies sous des couches de richesse, de charme
et de titres. Greaves plissa les yeux. « Vous avez donc trouvé le dossier ?» Poirot inclina la tête. « Oui. Et dedans, votre nom, Major. J'ai fait ce qu'il fallait pendant la guerre. J'ai suivi les ordres. Avez-vous également suivi les ordres lorsque vous avez transféré des fonds via un compte volé de la Croix-Rouge vers des banques autrichiennes en 1947, les grèves se raidirent? Vous n'avez aucune preuve. Poirot se tourna vers le docteur Avery. Et vous, docteur? Un informateur qui faisait un reportage sur les dissidents antigouvernementaux à Prague, payé en or. Quel noble motif a motivé cela? Avery ne dit rien, la mâchoire serrée. Et enfin, dit doucement Poirot en se tournant vers Lydia, « Nous venons à vous, mademoiselle. » Lydia se leva. « Je n'ai rien fait de mal. » « Vous aviez 19 ans, » dit Poirot. « Un messager transportant des messages codés cachés dans des livres de poésie, allant de diplomates à des marchands d'armes. Vous n'avez peut-être pas bien compris, mais Lord Eldridge l'a compris. Et c'est, je suppose, ce qui l'a poussé à enquêter sur son propre sang. Sa voix était froide. Et tu penses que c'est une raison pour le tuer? Poirot fit une pause. Non, mademoiselle. Je ne crois pas que vous ayez tué votre père. Mais quelqu'un ici craignait ce qu'il savait. Quelqu'un croyait que le dossier serait son arme. Il se tourna et épingla chaque suspect d'un regard. Lord Eldridge n'était pas un saint. Il a utilisé les secrets comme une arme, a exploité la peur et a joué à un jeu dangereux. Mais quelqu'un a rendu ce jeu fatal. Il s'approcha de la cheminée et joignit les mains derrière le dos. Considérons à nouveau les faits. Lord Eldridge a été empoisonné pendant le toast de la société. Le calice, partagé par tous, mais lui seul est mort. Le docteur Avery s'éclaircit la gorge. Peut-être que la dose était petite, conçue pour lui seul? Non, dit Poirot. Le poison, je crois, était déjà sur ses lèvres avant le toast. Mais nous l'avons tous vu prendre le verre. Lydia a insisté. Poirot hocha la tête. Oui. Mais réfléchissez. Qui a été le dernier à l'approcher? Qui a eu la chance de lui délivrer une substance subtilement, peut-être par une poignée de main, un contact ou même un baiser sur la joue? Lady Trevelyan entra à ce moment-là, convoquée par Jenkins. Poirot se tourna vers elle. « Lady Trevelyan, puis-je vous demander, avez-vous embrassé Lord Eldridge sur la joue pendant votre moment privé avec lui? » Elle fronça les sourcils. « Oui. » « Pourquoi ?» Poirot se tourna vers moi. « Hastings, vous souvenez-vous des symptômes d'un empoisonnement au digital ?» J'ai cligné des yeux. « Eh bien, rythme cardiaque rapide, vision floue, nausée. »« En effet, » dit Poirot. « Et il peut être absorbé par la peau, surtout s'il est mélangé à de l'huile ou du parfum. Un petit flacon appliqué sur les lèvres ou les mains suffirait. Si l'on connaissait la dose, si on la chronométrait précisément. » Il se tourna vers Lady Trevelyan. « Je dois vous demander, madame, où étiez-vous quand le corps a été enlevé ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « J'étais dans ma chambre. Je ne pouvais pas supporter cette vue. »« Pratique, » a déclaré Poirot. « Car c'est à cette époque que le dossier fut retiré du coffre-fort et jeté dans le lac. » Lady Trevelyan se raidit. « Vous pensez que je... » Poirot secoua la tête.
Non, madame, je pense que vous êtes une femme piégée dans une toile tissée il y a longtemps. Il en montra un autre. C'était vous, docteur Avery, le médecin discret, celui que personne ne soupçonne. Mais vous avez manipulé le calice. Vous avez déclaré la cause du décès. Vous avez eu accès au coffre-fort, au laboratoire et au poison. Le docteur Avery se leva lentement. « Vous n'avez aucune preuve. »« J'ai un mobile » a déclaré Poirot. « Vous étiez impliqué dans les dossiers d'Elridge. Vous craigniez la disgrâce, la révélation, peut-être même la prison. Vous avez donc profité du cadre. Vous avez dosé un baume parfumé et l'avez planté dans la chambre de Lady Trevelyan. Vous saviez qu'elle accueillerait Elridge affectueusement. Vous comptiez sur elle pour être votre complice involontaire. Les lèvres du docteur se crispèrent. Vous avez jeté le dossier dans le lac, a poursuivi Poirot, après avoir retiré une page, la liste de noms. Mais vous ne saviez pas qu'Elridge avait envoyé une lettre à son avocat, et maintenant votre secret est annulé. Avery recula d'un pas, ses yeux se tournant vers la porte. Puis il s'est retourné et a couru, mais Hastings était plus rapide. Il se précipita et attaqua le médecin avant qu'il n'atteigne le couloir. Poirot se tenait au-dessus d'eux, imperturbable. « Ce sont toujours les plus calmes, » dit-il doucement. Ce soir-là, après que l'inspecteur Graves soit arrivé et ait arrêté Avery, Poirot et moi sommes retournés au salon. Le feu était faible, projetant de longues ombres sur le sol. « Eh bien, dis-je, c'est un autre sujet pour les mémoires, n'est-ce pas ?» Poirot sourit faiblement. « Oui, mon ami. Mais rappelez-vous, ce n'est pas le calice qui a tué Lord Elridge. C'était le passé, des secrets empoisonnés, enfouis depuis longtemps, et quand de telles choses remontent à la surface, il s'arrêta et regarda vers la fenêtre, où le lac scintillait sous le clair de lune. Ils laissent toujours des corps dans leur sillage. Chapitre 6. Le baume des Secrets Îles était midi passé lorsqu'Hercule Poirot demanda à la maison de se réunir à nouveau dans le salon. La tempête dehors avait poussé des dents, envoyant une pluie battante contre les fenêtres d'Elridge Hall, comme si la nature elle-même souhaitait nettoyer le manoir de sa pourriture. Poirot se tenait près du feu, toujours aussi impeccable, la chaleur reflétant la lueur de ses chaussures cirées. Dans une main, il tenait un petit coffret en argent, orné et démodé. Dans l'autre, un mouchoir en soie pliée, monogrammé de la lettre L. « Commençons, » dit-il, les yeux brillants. Il y a beaucoup de choses à découvrir et peu de temps pour faire semblant. Lydia Elridge était assise la plus proche de lui, le visage pâle et immobile. À côté d'elle, Lady Trevelyan serrait l'accoudoir. Du canapé, un éventail de plumes de paon tremblant légèrement dans sa main gantée. Le colonel Godwin se tenait près de la cave à alcool, les yeux fixés sur son cognac intact, tandis que Jenkins, toujours aussi inexpressif, s'attardait au bord de la pièce comme un spectre de culpabilité. Poirot commença simplement. L'argiticket de baume découverte dans la loge de Lord Elridge, dit-il en brandissant l'étui en argent, était considéré par beaucoup comme une concoction standard, un remède inoffensif contre les douleurs articulaires. En fait, c'est ce qu'elle était, autrefois, mais quelqu'un a modifié son contenu. Lady Trevelyan bougea. Du poison, alors. Poirot inclina la tête.
L'arsenic, très probablement sous la forme de la solution de Fowler. Insipide à petite dose et autrefois utilisé dans la médecine victorienne. Il n'aurait pas été détecté au début, surtout chez un homme déjà affaibli par l'âge. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Mais qui ferait une chose pareille? Demanda Lydia, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. C'est la question. Mademoiselle, répondit Poirot, j'y ai beaucoup réfléchi. Vous voyez, Lord Elridge était un homme qui se targuait de contrôler sa famille, ses biens, et, ce qui était le plus troublant, ses secrets. Il se tourna vers Jenkins. « Dites-moi, mon ami, combien de temps êtes-vous au service de Lord Elridge ?» Jenkins n'a pas bronché. « 23 ans, monsieur. » « Et pendant ce temps, a-t-il déjà menacé de vous licencier ?»« 2 fois, » dit Jenkins avec raideur. « Mais il n'a jamais donné suite. » Poirot hocha la tête. « Non, parce qu'il avait besoin de toi. Tu étais sa confidente, son gardien des clés, le seul qui savait où était caché le dossier Marigold. » Il y eut un halètement doux mais indubitable. Lydia était devenue blanche. Tu savais. Elle respirait. Jenkins baissa les yeux. « Oui, mademoiselle, je savais. » Poirot s'approcha. « Et il a utilisé cette connaissance contre vous, parce que votre nom était également mentionné dans le dossier, n'est-ce pas ?» Un moment de silence. « Oui, » a déclaré Jenkins, « mais pas pour quoi que ce soit de traître. » Il s'agissait de quelque chose que j'ai vu. Quelque chose en Inde, pendant la guerre. C'était une lettre stupide que j'ai écrite. Lord Elridge en a gardé une copie. Juste au cas où. « Et alors, » dit Poirot, la voix se durcissant, « quand il a menacé de rendre le dossier public, vous avez paniqué. Vous saviez que votre carrière serait terminée. Votre réputation détruite. Et vous avez donc élaboré un plan. » Jenkins leva les yeux provoquants. « Vous n'avez aucune preuve. »« Mais je le fais, » a déclaré Poirot. « Le flacon de solution de Fowler trouvé dans votre chambre, et plus encore. Le colonel Godwin vous a trouvé à l'extérieur du coffre-fort la nuit précédant le meurtre. Vous avez affirmé que vous étiez en train de vérifier les serrures. » Godwin s'éclaircit la gorge. « Oui, je n'y pensais pas à ce moment-là. J'ai aussi vos empreintes digitales, » poursuivit Poirot, « sur le faux flacon de baume. » Il y eut un long et froid silence. « Lord Elridge a appliqué le baume juste avant sa mort, » dit Poirot en revenant à l'étui en argent. Il s'était plaint d'une gêne à l'épaule. Jenkins aurait eu l'occasion de placer la version falsifiée bien en vue, sachant que le vieil homme l'attraperait, faisant confiance à ce qu'il avait toujours apaisé. Jenkins se redressa. « Je n'ai jamais eu l'intention de le tuer. Je voulais seulement qu'il soit suffisamment malade pour changer d'avis, pour lui faire craindre le coup d'une exposition. Mais avec l'arsenic, dis-je horrifié, il n'y a aucune garantie d'une issue bénigne. » J'ai paniqué, a admis Jenkins. Quand j'ai vu qu'il s'était effondré, j'ai essayé de remettre la bouteille en place. Je ne l'ai pas trouvée. Mais pense qu'il l'avait déjà laissé tomber. Poirot hocha la tête. Et puis tu es allé au lac. Cette fois, Lady Trevelyan s'assit en avant. Qu'est-ce que le lac a à voir avec tout ça? Poirot fouilla dans sa poche et récupéra le mouchoir. Monogrammé. Cela a servi à emballer le dossier manquant avant qu'il ne soit jeté dans le lac, a-t-il déclaré. Je l'ai récupéré ce matin. Lady Trevelyan haleta. C'est à moi. Oui. Mais tu ne l'as pas mis là.
Les yeux de Poirot retournèrent vers Jenkins. Vous l'avez utilisé pour semer les soupçons, une ruse intelligente. Vous saviez que quelqu'un trouverait l'écharpe et croirait que Lady Trevelyan avait tenté de cacher ses propres secrets. « J'ai paniqué !» répéta Jenkins, sa voix se brisant maintenant. « Il nous menaçait toujours, il nous balançait toujours ce foutu dossier. Je n'en pouvais plus. » Il n'y avait aucun triomphe dans l'expression de Poirot, seulement de la tristesse. « Et maintenant, monsieur, vous en répondrez. Il n'y a pas de justice dans la peur, et pas de paix dans la vengeance. L'inspecteur Graves est arrivé dans l'heure. » Jenkins fut emmené sans résistance, les épaules baissées, les yeux ternes. Nous sommes restés en retrait, abasourdis. Le salon lui parut soudain trop grand, trop immobile. Poirot se tenait de nouveau près du feu, le mouchoir dans la paume, lissant la soie avec des mouvements lents et réfléchis. Lydia s'approcha doucement de lui. « Merci, monsieur Poirot. Mais c'est ça? Est-ce vraiment fini ?» Poirot se tourna vers elle, son expression illisible. « Non, mademoiselle. Le premier chapitre est terminé, mais il reste encore beaucoup à découvrir. » Elle pencha la tête. « Plus? Le pourquoi ?» dit doucement Poirot. « Nous savons qui a agi, mais pas tous ceux qui en ont profité. Jenkins était désespéré, oui, mais quelqu'un l'a encouragé. Quelqu'un qui craignait ce que le dossier révélerait tout autant, sinon plus, que lui. Lady Trevelyan se raidit. « Êtes-vous en train de dire qu'il y a un autre coupable ?»« Je dis, » répondit doucement Poirot, « que le poison voyage rarement seul. Il manque encore une pièce, n'est-ce pas ?» Et sur ce, il quitta la pièce, laissant derrière lui une odeur de fumée, de silence et de malaise. Chapitre 7. Des ombres dans le grand livre. Le lendemain matin, l'aube était grise et cassante, avec une brume s'enroulant bas sur le terrain d'Elridge Hall, comme la fumée d'un feu mourant. Le manoir était devenu calme depuis l'arrestation de Jenkins. Étrangement, les serviteurs évoluaient dans un silence raide, et l'air, autrefois vibrant des ragots, avait été remplacé par une tension crépitante de vérité inachevée. Hercule Poirot, cependant, ne se contentait pas encore de se reposer. Les pièces du puzzle étaient presque en place, mais l'image centrale restait floue, son cœur obscurci par les ombres des motifs. Nous étions assis dans la salle de petit-déjeuner, les restes de pain grillé et de café intacts entre nous. Poirot, comme toujours, avait une apparence impeccable, mais ses yeux étaient plissés, vifs de réflexion. « Je n'aime pas ça, Hastings », marmonna-t-il en brisant son toast avec une violence inhabituelle. « L'arrestation de Jenkins, c'est logique, cela correspond aux preuves. Mais c'est trop soigné. » « Vous pensez qu'il est innocent ?» ai-je demandé, surpris. « Non, mais je pense qu'il a été encouragé, poussé, peut-être même manipulé. Non, mon ami, il y a encore une main directrice que nous n'avons pas encore découverte. » Il se leva brusquement. « Viens, nous devons reparler avec Lydia. Nous avons trouvé Miss Elridge dans le bureau de son défunt père. » Les lourds rideaux étaient ouverts et elle se tenait à la fenêtre, une lettre à la main. Elle s'est retournée lorsque nous sommes entrés, son expression illisible. « Je t'attendais, » dit-elle simplement. Poirot lui offrit un petit salut. « Mademoiselle, puis-je ?» Elle lui remit la lettre sans hésitation.
C'était écrit d'une écriture audacieuse et légèrement inclinée. Lydie, si vous lisez ceci, alors je suis mort, et les secrets que je portais ont réclamé leur dû. Le dossier doit être détruit. Je l'ai bien caché. Mais si cela fait surface, rappelez-vous ceci, tous les traîtres ne sont pas évidents, et tous les poisons ne tuent pas le corps. Ton père Poirot le lut 2 fois avant de le plier soigneusement. Vous avez reçu ça? Quand? Ce matin, dit-elle. Livré par l'un des membres du personnel. Il a demandé à Jenkins de le transmettre en cas de décès. Ah, dit Poirot. Un dernier avertissement. Ou peut-être un indice. Il se tourna et examina le bureau. C'était une pièce d'ordre et de sévérité, des étagères d'acajou bordées de volumes reliés de cuir, un globe dans l'angle, une cheminée ornée d'un buste romain. Mais c'est le bureau qui attirait plus son attention. Vous avez dit que le dossier était conservé au coffre-fort, mademoiselle. Mais je n'en suis pas si sûre. Lydia fronça les sourcils. Où d'autre cela pourrait-il être? Poirot se dirigea vers le bureau, ses doigts effleurant sa surface. Voyons. Il ouvrit un tiroir, puis un autre. Et puis, derrière une pile de registres, il a trouvé un faux panneau d'à peine 1 pouce d'épaisseur. Avec des doigts délicats, il le détacha. À l'intérieur se trouvait un 2e compartiment caché, et à l'intérieur, enveloppé dans un ciré, se trouvait un dossier marqué d'un seul mot. Souci. Lydia haleta. Poirot l'ouvrit lentement. Le contenu était jauni avec le temps, lettres, déclaration sous serment signé, photographie. Son regard se promenait soigneusement sur chacun. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Il n'a pas exagéré. J'ai regardé par-dessus son épaule, et j'ai vu ce qu'il voulait dire. Il existait des documents impliquant plusieurs individus puissants dans des activités de profit de guerre, de commerce d'armes et même d'espionnage. Certains noms que j'ai reconnus, des députés, des dignitaires étrangers. Mais un nom ressortait surtout. « Colonel Godwin ?» dis-je, abasourdi. Poirot hocha brièvement la tête. « Oui. Son nom apparaît à plusieurs reprises. Il semble qu'il ait eu affaire à un trafiquant d'armes pendant la crise de Suez, laissant certaines chaînes d'approvisionnement sans surveillance en échange de profits personnels. » La main de Lydia se porta à sa bouche. « Mais le colonel était l'ami le plus proche de mon père. »« Précisément, » dit Poirot. « Et peut-être le plus désespéré de garder le passé enterré. Nous avons retrouvé le colonel dans le fumoir, comme prévu. Il se leva lorsque nous entrâmes, mais Poirot ne laissa pas le silence perdurer. « Vous étiez en Égypte avec Lord Eldridge, dit-il, et plus tard en Inde. Vous étiez son confident, mais aussi son rival. » Le front de Godwin se plissa. « Vous m'accusez maintenant? J'observe, » a déclaré Poirot, « que chaque fois que Lord Eldridge envisageait de révéler le dossier, il se confiait à vous, et à chaque fois, il était critiqué. » La voix de Godwin était un grognement. « Tu penses que je voulais sa mort? »« Je pense, » dit lentement Poirot, « que vous saviez ce que Jenkins avait prévu. Et vous l'avez autorisé? » Le silence fut long et fragile. « Je ne l'ai pas empoisonné, » dit enfin Godwin. « Mais tu ne l'as pas arrêté non plus, » dit doucement Lydia depuis la porte. « As-tu » Godwin croisa son regard. Il allait ruiner des vies. Pas seulement la mienne. Il voulait nous entraîner tous avec lui. Et pourquoi? Des regrets? Une pénitence? Justice, dit Lydia. Godwin
eut un rire court et amer. Il n'y a aucune justice à extraire les fantômes des tombes. Poirot l'observait attentivement. Vous auriez pu détruire le dossier. Je ne savais pas où c'était. Mais vous soupçonniez qu'il existait toujours, a déclaré Poirot. Et donc vous avez regardé, vous avez attendu. Jenkins a fait l'acte, et vous avez récolté la sécurité. Godwin regarda le feu. Je ne l'ai pas poussé, mais je ne l'ai pas arrêté non plus. C'est déjà assez de culpabilité. Il n'y avait aucune jubilation dans la voix de Poirot, seulement une finalité calme. Alors j'espère que vous l'avouerez aux autorités. Le colonel ne répondit pas. Cette nuit-là, Poirot et moi nous sommes assis, une fois de plus, près du feu dans le salon, des invités. Le vent dehors s'était enfin calmé, et un calme s'était installé sur le domaine. « C'est presque terminé, » murmura Poirot en sirotant sa tisane. Jenkins était la main, Godwin l'ombre derrière. Mais il reste une question, Hastings. J'ai levé les yeux. Qu'est-ce que c'est? Poirot se tourna vers moi. Pourquoi Lord Eldridge a-t-il préparé cette lettre pour Lydia? Pourquoi ne pas détruire le dossier lui-même? Peut-être qu'il voulait que la vérité soit révélée, ai-je dit. Peut-être, acquiesça Poirot. Mais il a également laissé une énigme. Tous les traîtres ne sont pas évidents. Tous, les poisons ne tuent pas le corps. Vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre impliqué? Oui, dit-il doucement. Quelqu'un de plus proche qu'on ne le pense. Quelqu'un avec un autre type de motivation. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Nous devons retourner à Londres demain. Il y a des enquêtes que je dois faire, des comptes à examiner, des délais à suivre. Je me tenais à côté de lui, regardant le clair de lune argenter les haies à l'extérieur. Vous croyez que cela va plus loin? Je crois, a-t-il déclaré, que le calice empoisonné est passé entre plus de mains que nous ne le pensons, et l'une d'elles le tient toujours, sans qu'elle soit vue. Chapitre 8. Le compte qui n'a pas été équilibré le lendemain de nos découvertes à Eldridge Hall, Poirot et moi, sommes montés à bord du premier train pour Londres. Poirot, comme d'habitude, était l'image même d'un calme fastidieux, même si j'ai remarqué une lueur particulière dans ses yeux, une lueur que j'en étais venu à associer à ces moments où un coin insaisissable du puzzle s'était enfin mis en place. Il parla peu pendant le voyage, absorbé dans un mince carnet qu'il gardait dans sa poche de poitrine, prenant de temps en temps de petites notes avec son crayon parfaitement taillé. Lorsque j'ai tenté d'engager la conversation sur le sort probable du colonel, il s'est contenté d'émettre un murmure évasif et, revenu à ses pensées, ce n'est que lorsque nous étions de nouveau installés dans son appartement, immaculé de Whitehaven Mansion, qu'il s'est tourné vers moi avec l'air d'un homme prêt à commencer sérieusement à travailler. « Hastings, mon ami, dit-il, nous devons visiter les bureaux de Gray & Wills. » J'ai cligné des yeux. Les comptables, juste ainsi. Ils ont géré la succession de feu Lord Eldridge et supervisé divers accords de fiducie. Il y a quelque chose, comment dites-vous, qui cloche dans les chiffres. Poirot a téléphoné pour annoncer notre visite, et nous avons été reçus cet après-midi par M. Arthur Gray lui-même, un gentleman potelé avec d'épaisses lunettes et des doigts qui semblaient perpétuellement tachés d'encre. « Les comptes de Lord Eldridge ?» demanda Gray en feuilletant un énorme registre avec une sorte de respect exclusif. « Oui, oui, nous gérons les finances de la famille depuis plus de 30 ans.
Portefeuille très respectable, quelques excentricités bien sûr. Sa seigneurie était un homme privé. Poirot sourit cordialement. Et il prenait soin de gérer directement ses affaires? Pour la plupart, oui, même si ces dernières années, je crois qu'il a permis à sa fille de superviser une grande partie des affaires quotidiennes du domaine. Miss Lydia Elridge est extrêmement compétente, vous comprenez, bien plus moderne que son père. Je vois, murmura Poirot. Et le coffre-fort, celui conservé au domaine rural? Tout à fait standard pour un homme du statut de Lord Elridge. Beaucoup de nos clients conservent des coffres-forts privés pour leurs papiers sensibles et leurs objets de valeur, même si j'ai trouvé étrange qu'il nous ait demandé, il y a quelques mois, d'évaluer la liquidité de certains actifs. Les sourcils de Poirot se haussèrent. « Oh !» Gray se tourna vers un deuxième registre. Oui, il envisageait de vendre plusieurs propriétés. Il voulait transférer ses avoirs sous forme liquide, peut-être pour faciliter le transfert. Poirot se tapota le menton. A-t-il mentionné à qui il pourrait les transférer? Aucun nom, a déclaré Gray. Mais l'implication était claire, il se préparait à un acte final de clôture. Poirot se rassit. « Merci, monsieur Gray, vous avez été très utile. » Alors que nous revenions dans l'air froid de Londres, je me tournai vers lui. « Cela ne nous dit pas grand-chose, n'est-ce pas? Au contraire, Hastings, cela nous dit tout. » Lord Elridge se préparait à la fin, pas seulement à sa mort, mais aux conséquences d'une décision. Il mettait de l'ordre dans sa maison. « Et tu crois que Lydia l'aidait ?» Poirot me lança un regard que je ne parvins pas à déchiffrer. « C'est, mon ami, ce que nous devons maintenant déterminer. Ce soir-là, nous avons rendu visite à Lydia Elridge dans son appartement de Chelsea. C'était un espace moderne, avec des lignes épurées, des murs pâles et des fenêtres donnant sur la Tamise. Lydia nous accueillit avec une expression réservée et nous offrit du café, que Poirot refusa poliment. « Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes si tôt, » dit-elle. « Pardonnez l'intrusion, mademoiselle, » répondit Poirot. « Nous souhaitions seulement clarifier quelques détails mineurs. » Elle s'est assise en face de nous, les jambes croisées, les doigts tremblants sur ses genoux. « Vous pensez que le colonel Godwin est responsable? N'est-ce pas suffisant? Il porte sa part de culpabilité, a déclaré Poirot. Mais je dois revenir à la lettre que votre père a écrite. La phrase « Tous les traîtres ne sont pas évidents, et tous les poisons ne tuent pas le corps. » Je crois qu'il essayait de vous dire quelque chose de plus profond. Lydia baissa les yeux sur ses mains. Vers la fin, il parlait toujours par énigme. Il disait qu'il devait expier, que des gens étaient morts pour les secrets qu'il gardait. Il voulait tout dévoiler, la richesse, l'influence. Je lui ai dit qu'il était fou. Poirot se pencha en avant. Vous vous êtes opposé à lui et à lui? Je ne voulais pas qu'il soit humilié, a-t-elle crié. C'était mon père, et oui, je l'admets, je connaissais le dossier. Il ne me l'a pas caché, pas vraiment. Il pensait que le dévoiler pourrait le racheter. Je pensais que cela détruirait le peu d'héritage qui lui restait. Pourtant, tu ne l'as pas arrêté. Elle secoua la tête. Je ne pouvais pas. Pas vraiment. Pas une fois qu'il avait pris sa décision. Il a dit que c'était le seul moyen de faire la paix avec lui-même. Il m'a dit de rester en dehors de ça. Alors je l'ai fait.
Poirot étudia son visage, chaque étincelle de muscle. « Vous n'avez pas, par exemple, déplacé le dossier vers une deuxième cachette ?» Ses yeux se plissèrent. « Qu'est-ce que tu insinues ?»« Seulement que quelqu'un d'autre l'a trouvé, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de proche, quelqu'un qui savait exactement à quel point c'était dangereux. » Lydia se leva brusquement. « Si vous pensez que je l'ai divulgué à Jenkins ou à Godwin, je pense, dit doucement Poirot, que le poison n'était pas seulement dans le calice, il était dans l'héritage, dans la peur, le désespoir. Elle ne parlait pas, se contentait de le regarder. Poirot se leva également. « Une dernière question. Connaissez-vous les investissements dans Marigold Holdings ?» La couleur disparut de son visage. « Quoi ?» La voix de Poirot était douce. « C'est une société écran, mademoiselle, créée par votre père peu avant sa mort. Mais son véritable bénéficiaire n'était pas lui. » Lydia se laissa lentement tomber sur sa chaise. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Mais sa voix tremblait. Poirot n'a pas insisté sur le sujet. Pas encore. De retour à l'appartement, Poirot se retira dans son bureau pendant plusieurs heures. J'entendais le bruit des papiers qui bougeaient, le claquement des touches de la machine à écrire, et, une fois, une vive exclamation en français. Enfin, il émergea, tenant une seule feuille de papier. « Hastings, » dit-il. « Nous sommes arrivés à l'avant-dernier acte. » Il m'a tendu la page. Sur celui-ci se trouvait un extrait imprimé d'un rapport bancaire. Je l'ai scanné. « 2 transferts, lis-je à haute voix. Un à Marigold Holdings et un autre sur un compte privé à Genève, sous le nom de U. Barrows. Vous souvenez-vous de ce nom, mon ami ? J'ai froncé les sourcils. Barrows. Attendez, n'était-ce pas l'avocat de la famille? Mais il est mort il y a 5 ans. Exactement, dit Poirot. Une couverture parfaite. Et que seule une personne ayant pleinement accès à l'histoire juridique de Lord Eldridge pourrait exploiter. Mes yeux se sont agrandis. Vous pensez que c'est Lydia qui a créé les comptes? Je pense, a-t-il dit, que quelqu'un l'a fait. Et ils ont utilisé la confusion autour du dossier pour cacher un crime très différent. La fraude financière. Le calice empoisonné, voyez-vous, n'était pas seulement métaphorique, c'était aussi littéral, un sacrifice. Je l'ai regardé. Ensuite, Jenkins a vraiment été manipulé. Poirot hocha la tête. Par plus d'une main. Mais la dernière main, Hastings, celle qui reste cachée, se révélera très bientôt. Je l'ai regardé, soudain glacé. Et alors, les yeux de Poirot brillèrent. Alors nous leur offrirons leur propre calice. Mais celui-ci, il sera rempli de vérité. Chapitre 9. Un piège, tendu avec soin Poirot, avait toujours été un maître du timing, et maintenant, avec la fin en vue, il se déplaçait avec la précision d'un horloger remontant le dernier ressort. Le moment était venu d'exposer toute la vérité, et je sentais la tension s'enrouler en lui, comme un ressort sur le point de se dérouler. « Ce soir, Hastings, » dit-il avec une certitude tranquille, alors que nous étions assis ensemble, à Whitehaven Mansion. Nous avons tendu le piège. Mais pour qui exactement? J'ai demandé. Jenkins est en détention. Le colonel Godwin est presque en disgrâce. Lydia Eldridge. Eh bien, elle n'est peut-être pas innocente, mais elle ne semble guère capable de tuer.
Poirot secoua la tête. « Ah, mon ami, ne confondez pas les apparences avec la réalité. C'est l'illusion même qui protège notre tueur. » Mais pas plus. Il jeta un coup d'œil à la pendule de la cheminée. « Nous devons nous préparer. La pièce finale est presque prête. » Ce soir-là, Poirot avait organisé un rassemblement dans la maison de la famille Elridge à Belgravia. Le salon, rarement utilisé depuis la mort de Lord Elridge, avait été aéré et éclairé avec des bougies et des lampes douces. Lydia était là, pâle et raide, les doigts agrippés à un verre, d'eau-de-vie qu'elle ne buvait pas. Le colonel Godwin était arrivé à l'invitation de Poirot, toujours furieux, toujours en train de protester de son innocence, mais trop curieux, ou peut-être trop effrayé, pour refuser. L'inspecteur Lyle était également présent, posté près de la porte, comme une sentinelle silencieuse. Poirot se tenait devant le foyer, les mains soigneusement jointes derrière le dos. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, nous sommes ici non seulement pour revenir sur le crime qui a coûté la vie à Lord Elridge, mais aussi pour en comprendre la forme complète. Ce n'était pas un simple meurtre passionnel. Non, c'était un plan exécuté avec plusieurs couches de tromperie, chacune conçue pour obscurcir le véritable motif. » Il se tourna, et ses yeux balayèrent la pièce. Mais au final, comme toujours, les petites cellules grises l'emportent. La voix de Lydia était mince. « Pourquoi maintenant, monsieur Poirot? Pourquoi nous convoquer ici comme les personnages d'un mélodrame ?» Poirot s'inclina légèrement. « Parce que, mademoiselle, c'est sur cette scène qu'il faut jouer la vérité. Je vous demande de me supporter. » Il se dirigea vers une petite table d'appoint sur laquelle reposait le calice en argent qui avait causé tant de chagrin. Cet artefact est le symbole de ce que nous avons enduré. Autrefois la fierté de la collection de Lord Elridge, maintenant entachée à jamais. Il lui fit signe. Empoisonné. Mais pas par Jenkins. Non, non, Jenkins était le récipient, pas la main qui versait le poison. Godwin laissa échapper un grognement. Il l'a admis lui-même. Oui, dit doucement Poirot. Il croyait agir sur ordre. Mais dites-moi, ne trouvez-vous pas étrange que le poison corresponde à une teinture rare, que l'on ne trouve que dans quelques collections spécialisées, et pourtant, Jenkins, un homme aux habitudes simples et à l'intelligence encore plus simple, était censé l'avoir acquis tout seul. Lyle se pencha en avant. « Vous pensez qu'il a été manipulé? » »« Oui, mon ami. Le vrai tueur connaissait la loyauté de Jenkins. Ils l'ont exploité. » Un murmure ici, une suggestion là. « Protéger la famille, ont-ils dit. Arrêter la ruine d'un grand nom. » Alors Jenkins a obéi. Il a changé de vin. Mais il n'a jamais su qu'il livrait la mort. Le verre de Lydia lui glissa des doigts et se brisa sur le tapis, continua Poirot, d'une voix basse et mesurée. Maintenant, suivons l'argent. Après la mort de Lord Elridge, une séquence particulière de mouvements financiers s'est produite. Les fonds ont été transférés de la fiducie familiale vers des comptes fictifs, dont le plus important était Marigold Holdings. Il se tourna vers Lydia. « Vous avez nié le savoir. Mais ce n'était pas tout à fait vrai, n'est-ce pas ?» Elle leva lentement les yeux. « Tu ne comprends pas. »« Oh, mais oui, » dit Poirot. « Vous saviez que votre père envisageait de révéler des secrets qui impliquaient des amis et des alliés.
Vous craignez la honte, mais ce n'est pas vous qui avez planifié sa mort. Il se tourna alors, et tous les yeux le suivirent, alors qu'il regardait directement le seul homme qui était resté silencieux tout ce temps, colonel Godwin. La pièce devint silencieuse. La bouche de Godwin se tordit. « Ne sois pas ridicule. » Poirot fit un pas. Votre rage était réelle, mais votre motivation était plus qu'une indignation patriotique. Vous étiez financièrement impliqué dans la famille Elridge, profondément. Vous étiez au bord de la ruine. Et quand vous avez découvert que Lydia avait commencé à liquider des actifs dans Marigold Holdings, une société dans laquelle vous aviez une participation occulte, qu'avez-vous fait? Godwin se leva. « C'est un mensonge !» Poirot leva la main. Vous saviez que Lydia craignait la honte. Vous saviez que Jenkins adorait le nom d'Elridge. Alors vous avez joué les deux. Vous avez dit à Jenkins que Lydia devait empêcher son père de détruire la famille. Et vous avez dit à Lydia que si le dossier était rendu public, tout le monde souffrirait, y compris elle. Il se tourna vers Lydia. N'est-ce pas? N'a-t-il pas suggéré que votre père pourrait peut-être mourir de toute façon? Que parfois des hommes de grandeur choisissent de s'en sortir? Elle pleurait maintenant. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il allait réellement. Mais il l'a fait, a déclaré Poirot. Et par la suite, lorsque Lord Elridge est mort, vous en avez tous deux bénéficié. Lydia a pris le contrôle du domaine. Godwin a vu ses investissements en sécurité. L'inspecteur Lyle s'avança. Vous en avez la preuve? Poirot fouilla dans son manteau et en sortit un dossier. Le compte est transféré. Les journaux de communication, une lettre récupérée dans le coffre-fort privé de Lord Elridge, qu'il n'a pas détruit comme Godwin le croyait. Il tendit le dossier à Lyle, qui le feuilleta rapidement, le visage sombre. Poirot se tourna une fois de plus vers Godwin. « Vous n'avez peut-être pas administré le poison, colonel, mais vous l'avez versé dans la coupe de la peur, et vous avez regardé les autres en boire. » Godwin s'avança, mais Lyle fut plus rapide. « Ça suffit, colonel. Je pense que vous feriez mieux de venir avec moi. » Godwin se figea, sa fureur cédant la place à un regard creux et désespéré. « Tu ne sais pas comment c'était, » marmonna-t-il. « Nous avons mené des guerres dans l'ombre. Elridge voulait tout brûler. Je ne pouvais pas le laisser. » Poirot hocha solennellement la tête. « Ah, mais vous l'avez fait. La vérité éclate, peu importe à quelle profondeur elle est enfouie. » Tandis que Lyle emmenait l'officier en disgrâce, Lydia restait assise, brisée, immobile. Poirot s'approcha d'elle, sa voix plus douce maintenant. « Vous avez été complice, oui, mais aussi manipulé. Vous devez vivre avec cette vérité, mais peut-être pas derrière les barreaux. » Elle le regarda, perdue. « Je ne l'ai pas tué. »« Mais je ne l'ai pas arrêté. »« Non, » dit doucement Poirot. « Et cela, mademoiselle, est souvent le plus gros fardeau. » Plus tard dans la nuit, alors que nous retournions à Whitehaven Mansion, je me tournai vers Poirot avec admiration. Vous saviez que c'était Godwin depuis le début, n'est-ce pas? Il secoua la tête. Je m'en doutais. Mais ce n'est que lorsque la piste financière l'a confirmé que je me suis permis d'avoir une certitude. Et Lydie? Elle était au cœur du problème, a-t-il déclaré. Le calice empoisonné lui appartenait toujours. Mais en refusant de parler, elle s'est laissée utiliser. Nous ne devons pas seulement considérer les actions, Hastings,
mais aussi les silences. Eux aussi racontent des histoires. Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre, où Londres scintillait sous la lumière des étoiles. Et maintenant, dit-il, il reste un dernier détail. Mais ça, ça, nous le garderons pour demain. Chapitre 10. Le toast final. La pluie avait cessé depuis longtemps lorsqu'Hercule Poirot convoqua les autres invités d'Elridge Hall dans la grande salle à manger. Le soleil du matin pénétrait à travers les hautes fenêtres, projetant une lumière chaude sur les visages tirés par la tension et les nuits blanches. Jenkins avait été emmené à l'aube. Son expression restait illisible, ses manières calmes, mais il y avait un creux derrière ses yeux. Lydia n'avait pas parlé depuis son arrestation, elle se contentait de hocher doucement la tête, tandis que Poirot révélait chaque nouveau détail. Lady Trevelyan tenait un mouchoir de soie, les doigts aux jointures blanches, tandis que le colonel Godwin se tenait raide comme une sentinelle, comme s'il se préparait à une dernière volée. Poirot resta debout pendant que nous prenions tous nos places, les mains croisées derrière le dos, les yeux parcourant lentement chaque visage. « Il y a un vieux proverbe, commença-t-il, qui dit « Celui qui boit dans le calice empoisonné ne peut pas en goûter seul l'amertume. » Il fit une pause, laissant les mots s'installer. « Cette affaire a commencé par un décès, certes, mais elle n'a pas commencé par un meurtre. Elle a commencé par une trahison. » Lady Trevelyan bougea inconfortablement. « Nous savons qui a fait cela. Pourquoi ressasser cette tragédie ?» Poirot leva la main. « Ah, mais madame, voyez-vous, la justice n'est pas une ligne droite, c'est un cercle. Et si nous ne le terminons pas, une autre tragédie se déroulera. » Il fit lentement le tour de la table, sa voix prenant un rythme solennel. « Jenkins a empoisonné Lord Eldridge, c'est vrai. Mais il n'a pas agi par impulsion. Ni même par opportunité. Non, il a agi par peur. La peur que son nom soit révélé dans un document que votre hôte a menacé de divulguer au monde. » Le colonel Godwin fronça les sourcils. « Tu penses que ça le justifie ?»« Non, colonel, » dit doucement Poirot. « Mais cela explique le pourquoi. Et cela nous dit que le poison, le véritable poison, n'était pas dans le baume, il était dans le pouvoir que Lord Eldridge détenait sur chacun d'entre vous. » Il tourna son regard vers Lydia. « Vous avez été manipulé en vous faisant croire que vous déteniez un secret honteux, que vous aussi aviez été compromis. Mais c'était un mensonge. Votre père a utilisé les secrets, même les faux, pour imposer la loyauté, pour contrôler. » Lydia baissa les yeux sur ses mains jointes. « Il ne m'a jamais laissé parler pour moi. Même lorsque j'essayais de partir, il trouvait quelque chose, une insinuation, pour me faire reculer. » Poirot hocha la tête. « Le contrôle se fait passer pour une protection. Un thème commun parmi ceux qui manient la culpabilité comme un couteau. » « Et Jenkins ?» demanda Lady Trevelyan, la voix tendue. « Vous dites toujours qu'il l'a tué. » »« Oui, » dit Poirot. « Mais il n'a pas agi entièrement seul. » Un silence tomba sur la table. Je me penchai en avant, surpris. « Vous croyez qu'il y avait un deuxième conspirateur ?» Les yeux de Poirot se plissèrent. « Pas un conspirateur dans la planification, mais un complice, après coup. Quelqu'un qui a tenté de tromper l'enquête. Qui a tenté de piéger une autre partie en cachant le dossier Marigold dans le lac,
enveloppé si commodément dans une écharpe appartenant à Lady Trevelyan. Elle rougit. « Est-ce que vous m'accusez encore ?» Poirot secoua la tête. « Pas cette fois, madame. » Il se tourna vers le seul homme qui n'avait pas encore parlé. « Colonel Goodwin, » dit-il doucement. « Puis-je vous rappeler le moment, juste après le décès, où vous avez dit « Le dossier a disparu ». Cela change tout. Vous avez parlé, trop vite, avant que quiconque ne confirme la disparition du dossier. Le visage du colonel se transforma en pierre. J'ai supposé qu'il avait été pris. Le coffre-fort a été retrouvé ouvert. En effet, dit Poirot. Mais vous avez été le premier à soulever le sujet. Et plus encore, vous avez insisté pour que le personnel soit interrogé et confiné, suggérant que le crime devait être interne. Le colonel Goodwin le regarda. J'étais pratique. Poirot s'approcha. Vous détourniez l'attention. Parce que vous aviez reconnu que Jenkins avait agi, et vous saviez que si le contenu complet du dossier était lu, votre nom y apparaîtrait également. Un tic-toc, halètement résonna dans la pièce. Lady Trevelyan murmura. Goodwin? Il n'a pas répondu. Mais ses épaules s'affaissèrent. J'étais jeune, dit-il finalement. C'était une erreur stupide. J'ai transmis des informations. Cela ne semblait pas avoir d'importance à l'époque, mais Elridge n'a jamais oublié. Il a promis qu'il me détruirait. Vous croyiez qu'il irait jusqu'au bout, dit doucement Poirot. Alors, quand Jenkins s'est approché de vous, paniqué, après le meurtre, vous l'avez aidé. Vous lui avez conseillé de se débarrasser du dossier, et vous avez fourni le foulard. Je ne connaissais pas le baume, marmonna le colonel. Je ne voulais pas qu'il meure. Mais vous avez veillé à ce que la vérité soit enterrée, a déclaré Poirot. Et ce faisant, vous avez impliqué une femme innocente. Goodwin hocha la tête, incapable de croiser le regard de qui que ce soit. La voix de Lady Trevelyan tremblait de fureur. « Vous m'avez laissé penser que j'étais un suspect. Vous l'avez laissé penser. » Elle fit un geste vers Lydia. Il se tourna vers elle avec un air de véritable remords. « Je pensais que ça allait s'arranger. Je pensais que Poirot serait trompé, Webro. » Haussa les sourcils. « Monsieur, je ne me trompe jamais. Je suis simplement patient. » En milieu d'après-midi, le manoir semblait avoir changé. L'inspecteur Graves est revenu une fois de plus, cette fois pour arrêter le colonel. Il n'a pas résisté. Lydia resta longtemps après dans le jardin, assise au bord de l'étang, comme si elle regardait les ondulations du passé s'installer. Poirot et moi avons parcouru le terrain ensemble, l'air étant pur, et pur, maintenant, après la tempête. Vous connaissiez Goodwin depuis le début, n'est-ce pas? J'ai demandé. Je m'en doutais, dit-il. Il y avait trop de signes. Mais les soupçons ne doivent pas se transformer en accusations tant que chaque détail n'est pas certain. Et Jenkins? C'était un crime de désespoir. Il se croyait acculé. Mais même alors, il a choisi le poison, la lâcheté masquée par la ruse. Je secouai la tête. Tant de vies ruinées. Juste à cause du coffre-fort de secret d'un seul homme, Poirot hocha lentement la tête. Les secrets sont une monnaie, Hastings. Mais certains hommes oublient. Ils sont aussi un poison. Et comme tous les poisons, ils peuvent se propager au-delà de leur cible. Nous sommes passés devant le banc de pierre où était assise Lydia. Elle leva les yeux et fit un petit sourire reconnaissant, hélas. Poirot leva son chapeau. «
Mademoiselle, puis-je vous donner un dernier conseil? Elle s'est levée. S'il te plaît, ne construisez plus rien dans l'ombre de votre père. Vous n'êtes pas ses secrets. Vous êtes vous-même. Elle hocha lentement la tête. Je pense que je vais quitter Eldridge Hall. Laissez-le dormir. Un choix judicieux, a déclaré Poirot. Ce soir-là, alors que nous nous préparions à partir, Lydia a sorti une bouteille de sherry poussiéreuse et 2 verres en cristal. « Un dernier toast », dit-elle en versant soigneusement. « À la vérité, aussi amer que cela puisse être. » Poirot accepta son verre, le leva vers la lumière et fit un petit signe d'approbation. « En vérité, dit-il, et au courage nécessaire pour y faire face. Nous avons bu. Le sherry était riche et sombre, mais aucune amertume ne persistait. Alors que nous montions dans la voiture qui l'attendait, Poirot jeta un nouveau coup d'œil au manoir derrière nous. Ses fenêtres brillaient comme des yeux vigilants, ses secrets enfin dévoilés. « Dis-moi, Hastings, dit-il en ajustant ses poignets, qu'as-tu appris de tout cela? J'ai réfléchi à la question. Les secrets sont comme un poison, et la vérité, aussi désagréable soit-elle, est l'antidote. He smiled. Très bien, mon ami. You are learning. Alors que la voiture dévalait l'allée et pénétrait dans le monde au-delà d'Eldridge Hall, je savais que l'affaire était terminée, mais la leçon resterait longtemps après que le toast final ait été porté.